Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format. Et oui, mon cher Seb, on attaque avec un nouveau format cette rentrée. Donc, nouveau format de Aki dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et aujourd'hui, bah oui, Seb est avec moi et m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors, comment vas-tu, mon cher Seb ? Ça va très bien. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Je suis très très content d'être dans ce nouveau format parce que là, on va écouter une personne nous parler de ces films un peu doudou, on va dire, je pense. Mais ça va être cool. Bah ouais, et puis avant de commencer et de présenter notre invité, donc on va, comme tu disais, on va répéter un peu le concept, hein, c'est-à-dire qu'on a demandé à notre invité de choisir 3 films qui traitent des arts martiaux. Nous ne sommes pas au courant, et durant cet épisode, il nous dévoilera ces 3 films, et bah voilà, il va nous expliquer un peu voilà, le principe du film, puis on va en débattre, on va donner aussi notre avis pour voir si on a aimé ou pas, et puis comme ça sera un lieu d'échange voilà, durant cet épisode. Notre invité aujourd'hui, alors c'est bien évidemment la légende du podcast, il a fait tous les podcasts français, on va pas se le cacher, et il aurait pu jouer bien évidemment Ken Master dans le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Meilleur film de tous les temps. Bien meilleur que meilleur film de tous les temps. Il aurait été bien meilleur que l'acteur qui joue dans ce film. On accueille ça, bien évidemment DMDJC. Ouais, bonjour tout le monde. Comment bonjour à vous. Comment allez-vous ? Ça va très très bien. Je suis très très content d'être avec vous. Toujours une très très bonne ambiance. Et voilà, mais alors, si je suis totalement honnête avec vous, je n'ai pas fait tous les podcasts francophones parce qu'en fait, on se partage l'univers avec Fanny Cohen-Moreau qui a les autres 50% du truc. Des fois, on se retrouve ensemble, mais il y a une petite guéguerre amicale entre nous et je fais un gros bisou à Fanny si elle nous écoute. Elle est très présente dans les podcasts, elle aussi. C'est vrai qu'on la voit partout. Oui. Tout à fait. Non, mais parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est pareil, elle est partout, elle est bluffante. Et c'est marrant parce qu'au départ, on était vraiment dans 2 univers différents, donc on s'était jamais croisés. Et depuis Podren, on se rend compte qu'on commence quand même à naviguer les uns chez les autres. C'est marrant. Ça s'appelle le multiverse. Mais moi, je découvre parce que je suis un peu nouveau dans ce monde podcastique. Je trouve que c'est quand même un endroit, c'est quand même globalement bienveillant. Je trouve le monde du podcast, c'est bien. Enfin voilà. Je veux pas survendre le milieu du podcast parce que il y a des connards partout, nos moutons noirs pareil, etc. Voilà, c'est pas le podcast n'est pas un monde de bisounours. Il y a des équipes qui se créent, des équipes qui se séparent, le tout. Mais dans l'ensemble, si tu prends effectivement les podcasts les plus connus et les trucs justement un petit peu obscurs qui pop à gauche à droite, il y a quand même une volonté on n'est pas dans c'est moi qui fais du podcast, poussez-vous. Il y a vraiment tu veux faire du podcast, est-ce que tu veux que je t'aide ? C'est ça que je voulais dire. Tu sais quel matériel acheter ? Je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas régler ton micro ? Je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Je pense aux gars des sondiers par exemple qui sont des crèmes. Je pense à des gens comme Waterproof, c'est des gens comme Feel Good, comme Puff Magic Finger. C'est des gens qui ont vraiment l'association Bad Geek, tout simplement à l'origine de Podren. C'est des gens qui vraiment ont, de manière assez solide, en fait, ont vraiment créé un univers, effectivement, comme tu dis, qui est plutôt bienveillant. Donc, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même une volonté de bien faire. Ça reste quand même, je pense, une bande d'amateurs, parce que c'est pas un péjoratif de dire amateurs, qui cherchent à transmettre la passion et on n'aurait pas pu faire ça à la radio. Donc, le podcast, c'est un bon média pour faire ça, quoi. C'est principalement des amateurs pour la plupart. Tu parlais de Fanny. Si Fanny et moi, c'est notre métier, la plupart des gens qui se lancent dans le podcast le font par plaisir. Et c'est ça qui est magique d'ailleurs. Il y a
les gens qui viennent là, très souvent, alors je dis pas qu'il n'y a pas des podcasts où tu vas entendre des conneries, il y en a plein, hein, mais c'est vrai que très souvent, c'est des gens qui sont experts dans un domaine, qui se disent, tiens, j'ai envie de parler de ça parce qu'il n'y a personne qui en parle. Ou au contraire, qui connaissent pas bien, mais qui se disent, tu vois, c'est comme ça qu'est né Bagro Point, tiens, j'ai envie de découvrir, du coup, je monte mon podcast pour faire venir des gens qui savent. Et c'est aussi génial. Donc, non, il y a quand même pas mal de podcasts où tu apprends des trucs que tu n'entends pas effectivement à la radio. Et ça, c'est génial. Et puis, on a aussi des super auditeurs, puisque notamment Arthur Froment, qui à chaque fois retweet, cite, nous envoie des petits messages. Mais Arthur, je ne sais pas comment il fait pour écouter le nombre de podcasts qu'il écoute. Ce mec est extraordinaire. Et je sais qu'il va entendre cette émission et je l'embrasse très fort. Nous, on l'embrasse aussi. Et c'est vrai que pour iKick, il nous retweet, il nous cite. Voilà. Ouais. Il est vraiment encourageant. On a une commune. C'est vraiment top. Voilà. Mon cher TMDJC, voilà. Oui. On t'a demandé de choisir 3 films parmi les 3 films d'arts martiaux, mais parmi ces 3 films, c'est tes films préférés en fait. Alors, il faut savoir que j'ai triché. Hein. Ah bah d'accord. Ah oui, Il faut savoir que j'ai triché parce que non mais je vous le dis, je veux être totalement honnête et transparent. Mais de toute façon, je pense que c'est un petit peu ma marque de fabrique. Moi, j'ai besoin. Non mais j'ai besoin de dire les choses. C'est-à-dire que quand tu m'as dit, il va falloir que tu choisisses tes films d'arts martiaux préférés, c'est exactement comme si tu m'avais dit, mais tiens, cite-moi ton top 3 de tes chansons préférées. Mais non, mais on te réinvite dans 6 mois et tu auras 3 autres films à dire. Voilà, oui, c'est ça. C'est un exercice que je suis incapable de faire correctement parce qu'il y a tellement de films qui m'ont retourné la tête. Il a ramené 10 films. Tellement de trucs. Voilà. Donc, je peux pas faire ça. Donc, non. J'ai vraiment choisi que 3 films. Mais il faut savoir que je peux pas dire que c'est mes 3 films préférés. Parce qu'il y en a d'autres qui pourraient être aussi mes films préférés là. J'ai voulu, dans cet exercice-là, prendre 3 styles différents. Qui représentent pour moi des choses différentes dans des choses plus ou moins modernes, plus ou moins anciennes, des choses qui vont amener une vision différente de l'art martial. Ok. De toute façon, ça nous fera l'occasion de faire un volume 2, au pire. Hein. Moi, je suis comme toi, je suis complètement incapable de... Moi, si vous m'invitez, je complètement viens. incapable d'arriver à choisir et de faire un top 5 ou un truc comme ça. Je pense que tu me demandes ça au mois de janvier et je vais t'en sortir un et je serai dans un autre mood au mois d'août et puis je vais t'en sortir un autre, quoi. Bref, mais c'est compliqué. Le pire, c'est que le 2 janvier, je peux te sortir autre chose. C'est surtout ça qui est grave. Alors, on va commencer par le premier film. Quel film vas-tu nous parler ? Alors, pour commencer, je ne pouvais pas ne pas parler d'Il était une fois en Chine, parce que Il était une fois en Chine. Mais peut-être tu veux d'abord mettre la présentation, on en parle après. Je ne sais pas comment tu veux faire. Dis-moi Oui, tout de suite la bande-annonce. Allez. Il était une fois en Chine, ça a été une de mes portes d'entrée pour 2 choses. Ça a été ma porte d'entrée pour Jet Li et ça a été ma porte d'entrée pour HK en général. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, HK, c'est une boîte qui éditait, qui d'ailleurs édite peut-être toujours aujourd'hui, mais en tout cas qui éditait des films d'arts martiaux en France. Et très souvent, ils n'avaient pas forcément les droits, ou il y a eu pas mal de problèmes de choses qui étaient un petit peu limite. Mais grâce à eux, j'ai découvert des films qui étaient
totalement inconnu du grand public, et tu avais cette double satisfaction qui est de découvrir déjà des films qui sont extraordinaires, mais d'avoir une culture que ne possède pas le commun des gens, et gothiquement parlant, tu étais là, ah putain, je connais ce truc merveilleux et moi qui déjà à l'époque était très amoureux des arts martiaux, et le côté des arts martiaux qu'on pouvait avoir nous à l'époque, c'était les coups de poing de 48 heures, c'était les coups de tatane de l'arme fatale, etc. Mais on était très loin de choses qui s'inscrivent dans quelque chose de réel. Oui, il y avait eu Bruce Lee, mais c'était vraiment le truc hors du commun. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, c'était totalement isolé. Et là, grâce à HK, tout d'un coup, j'avais accès à toute une bibliothèque de films. Je les ai toutes achetées, les cassettes vidéo. À l'époque, c'était donc on est avant l'ère du DVD. Tous les en fait, je naviguais chez Tonkam. Je fais une petite dédicace à Nicolas et Régine qui tenaient la boutique à l'époque. Ils connaissaient mes goûts, donc à chaque fois, ils me disaient tiens, il y en a un nouveau qui est sorti. Je repartais avec des fois 2 ou 3 cassettes. Et voilà. Et certaines d'ailleurs qui n'étaient pas toujours francisées correctement et qui passaient moyen en palsécam. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Je voyais le film en noir et blanc, c'est pas grave. Je voyais un truc, je savais que j'étais l'un des rares Français à pouvoir le voir, et rien que pour ça déjà j'étais content. Même quand les films étaient pas bons, d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. C'est le côté un peu ah ça y est, j'ai un bout de la Chine ou un bout du Japon qui est arrivé jusque dans mon salon. Je t'en dis parce que c'est clairement une période où moi je suis peut-être un peu trop jeune pour avoir connu HK. Et surtout, on n'a pas loin de 10 ans de différence, et ça, mine de rien, ça cette époque, compte énormément. Ça compte beaucoup, et surtout, un autre point important, c'est que j'étais en province, moi. J'ai toujours été en province. Et il y a ce côté aussi, un petit peu d'avoir le côté parisien, d'avoir été privilégié avec ces boutiques comme Tonkam que j'aurais rêvé de voir avec du recul. Et vrai. Nous, on avait que les cinémas de quartier, pas les cinémas, les magasins de location de vidéos que tu avais dans ton quartier qui te diffusaient les. Mais t'as raison de le préciser. J'ai mon cousin Boris qui lui est de Limoges, et en fait j'ai fait son éducation sur plein de trucs parce que je débarquais avec des jeux de vidéo d'import, avec des trucs comme ça. Eux, ils n'avaient pas tout ça, et c'est vrai qu'on n'a pas vécu la même France, et tu as raison de le préciser, c'est que nous, entre guillemets, ça nous paraissait normal. Sur le cinéma HK, j'ai des énormes lacunes que j'essaie de combler, mais c'est très compliqué de trouver de manière légale du HK. J'ai toujours un rêve secret, je me dis il y aura un monsieur fou qui nous fera un projet à la Shadows, et qui ferait une plateforme. Le rêve. Tu vois, j'aime beaucoup le DVD. Je suis quelqu'un comme Jazz qui va des fois aller chiner pour trouver des DVD, des Blu-ray pas chers, des petites perles rares, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et je me dis, si on avait une plateforme spécialisée dans le cinéma HK ou même les arts martiaux, tout ça, ça serait génial. Il y a tellement de perles à voir qu'on peut plus voir aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il y a un débouché en vrai, hein, parce qu'au même titre que t'as les spécialistes effectivement de l'horreur ou ce genre de choses, il y a vraiment des gens qui tu parlais de chiner, c'est ça, mais qui creusent les trucs. Puis il y a beaucoup de perles rares qui ne sont jamais arrivées tout court jusque chez nous, et qui sont considérées comme être des films cultes en Chine par exemple, à Hong Kong, au Japon. Et oui, et c'est vrai que pour attacher les wagons, ma découverte d'Il était une fois en Chine, alors de la série Il était une fois en Chine, parce que c'est plusieurs films, mais moi j'ai vraiment commencé par le premier, qui, il me semble en plus, est passé sur Canal des années après. Je crois qu'ils l'ont. L'édition DVD, c'est une édition Canal, hein, pour info, je crois. Oui, c'est vrai, mais oui, tu as raison. Oui, j'ai le double DVD à la maison. Donc, il est très bien d'ailleurs. Ils sont passés sur Canal quand L'Arme Fatale 4 est passé sur Canal. De toute façon, l'arrivée de Jet Li dans le cinéma hollywoodien a changé notre vision des arts martiaux en général, et nous a permis de découvrir des films après sur le retour. C'est ton premier Jet Li Il était une fois en Chine, c'est mon premier Jet Li. Est-ce que tu sais d'ailleurs quelle est ma porte d'entrée de comment j'ai découvert Il était une fois en Chine? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent l'anecdote pareil. Le personnage Chun-Li dans Street Fighter 2 en fait est un mélange de 3 hommes vraiment de pratiquants d'arts martiaux. C'est un personnage qui a été inspiré par Bruce Lee, Jet Li et Jackie Chan. Et moi, quand j'ai découvert Street Fighter 2 et Chun-Li, je connaissais. Différents pour faire Chun-Li, quoi. Ok. Tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, quand vous prenez les coups de Street Fighter 2 de Chun-Li, ce sont que des coups qui sont pris de ces pratiquants-là dans les films. Donc les coups de pied, les trucs comme ça, ils ont été, tiens, ça, tel film, et
quand j'ai découvert ce bouquin, c'est The Magnific World of Chun-Li, qui est donc ce bouquin qui m'a raconté cette anecdote, qui est donc un bouquin officiel Capcom, etc. D'ailleurs, qui m'a poussé à me mettre un peu au japonais parce que c'est un bouquin full japonais et que j'avais envie de comprendre certains trucs. Ces trois acteurs-là, moi je connaissais Bruce Lee évidemment comme beaucoup, je connaissais un peu Jackie Chan parce que je commençais déjà à chercher des trucs, il y a des films qui sont arrivés jusqu'à moi, mais Jet Li je voyais pas du tout qui c'était. Moi je voyais la photo, et donc c'est une photo de Il était une fois en Chine sans le bouquin, et je dis mais c'est qui ce gars là du coup. C'est un gars forcément moins bien que Jet Li et Jackie Chan, parce que de toute façon il n'y a pas meilleur que Bruce Lee et Jackie Chan, donc voilà, très bien. Et puis je creuse quand même. Je vais regarder, il était une fois en Chine, donc je regarde, et là, mais je tombe littéralement amoureux de cet homme. Il est incroyable. Mais Jet Li, alors que ce soit en termes de technique, que ce soit dans ses placements par rapport à la caméra, que ce soit dans son acting, je fais mais comment j'ai pu passer à côté de cet homme? Et je comprends pourquoi ces trois personnages-là ont fini par donner Chun-Li, parce que c'est tellement trois visions différentes de l'art martial, mais qui sont complémentaires. Et j'ai fait, mais oui, mais évidemment. Ça fait partie de ces films-là qu'il faut absolument que je me revoie, parce que c'est des films que j'ai vus très jeune. C'est un film qui date de 91, on peut le dire pour les auditeurs, enfin qu'on a eu. Oui, je l'ai pas précisé. 91 justement, voilà. Street Fighter 2, voilà. Même année. Et c'est un film que j'ai peut-être dû voir je pense qu'il y a 20 ans, facile. Il y a 20 ans, c'est pour dire. Donc j'en ai quasiment plus de souvenirs, parce que c'est un film qui m'avait marqué, parce que j'avais vu les deux à l'époque dans la foulée. Mais moi, c'est pas mon premier Jet Li, mais c'est un film que j'aime beaucoup. On en parlera peut-être après pour conclure sur Il était une fois en Chine. Mais c'est un grand film qui apporte. On en avait parlé dans un épisode avec Jazz quand justement on a traité de Drunken Master 2 avec le personnage de Wong Fei-hong. C'est une nouvelle itération de Wong Fei-hong. Avec le grand Choi Ark qui réalise ce film-là et qui fait un bon film. Hein, on ne parlera pas de sa période américaine, hein, n'est-ce pas? Non, surtout pas. C'est autre chose. Mais, votre enfant mais c'est un grand film. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, mais moi, si j'ai une scène qui m'a marqué, c'est la scène où il vient montrer ses talents, et il monte sur une espèce une scène qui est un peu surélevée, et il fait un combat et il enchaîne plusieurs adversaires. Oui. Et c'est là je me dis mais putain, mais c'est quoi ce mec, quoi? Il est impressionnant. Je trouve que martialement ce mec-là est juste c'est un mec qui est à la fois très bien filmé, et c'est un vrai bon pratiquant qui sait se battre et qui sait donner un coup de pied, qui a une souplesse assez folle. Enfin et puis c'est un des rares mecs qui arrive à dégager, sans qu'on ait besoin de l'accélérer, une vitesse et une explosivité de fou. Et c'est incroyable. D'ailleurs, un film que je déteste, qui est The One, il a l'avantage comme il incarne plusieurs personnages différents qui savent se battre, d'être capable de montrer vraiment des positions et des styles différents. Et même dans ses mouvements, tu as l'impression que c'est plus le même acteur, et ça c'est très fort, je trouve, parce que des pratiquants qui sont capables de faire fi de toute une bibliothèque parce qu'on parlait de mémoire du corps dans une autre émission, et c'est vrai que tu te dis tiens, tout d'un coup tu deviens quelqu'un d'autre dans un art martial, moi je dis respect, parce que c'est pas tout le monde qui est capable justement, de faire alors je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais on a fait un épisode sur The One. Malheureusement par un concours de circonstances, on va dire. Oui, on s'est dit on va le faire, et bon, c'est vrai que le film est pas bon, mais s'il y a bien quelque chose qui est pas mal, c'est que c'est la dernière scène qui est plutôt correcte, parce qu'on va pas dire qu'il se bat dans le film sinon. Mais oui, mais on en a parlé, donc on vous renvoie à cet épisode de The One où justement on parle, et justement Jazz aborde justement les différentes techniques que utilise en fait Jet Li dans le film, donc, notamment dans la scène finale. Là-dessus, il est bluffant. D'ailleurs, si jamais vous ne voulez pas voir le film, ce que je vous conseille, parce que ne perdez pas votre temps, mais regardez effectivement cette scène, elle est intéressante. Et j'ai envie de dire, écoutez l'épisode, parce que Jazz donne suffisamment d'infos, et il donne une grille de lecture qui permet, en fait, tout simplement, sans se faire d'autopromo, mais qui donne un nouveau regard sur le combat. Mais si, d'autopromo. Allez, faisons l'autopromo. Mais oui, mais écoutez l'épisode, enfin. Et si vous l'avez déjà réécoutez-le, parce que vous êtes passé à côté des trucs. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce que tu avais dit dans l'épisode, Jazz, ça ne
donne une nouvelle vision du combat et on se dit qu'en fait finalement ils ont pas été mauvais sur la manière de mettre en scène le combat. Bon, c'est Corey Yuen qui est derrière ça, qui est un grand. Oui. Il a pas fait que des choses bien, on va se le dire. Mais non, il sait faire un peu de chorégraphie. Non, mais en termes de chorégraphie, il est très bon. Ouais, Karate Tiger 2. Je te remercie pas, Jazz. Voilà. Sache que. Voilà. Karate Tiger 2. J'ai les oreilles qui saignent. Ah non, mais t'as pas que les oreilles qui saignent quand tu regardes le film. T'inquiète, t'as les yeux, t'as tout. Oui, mais là, juste, il a dit le titre. Quel tu vois, c'est là, je porte un casque, les gens ne le voient pas, mais le sang coule littéralement sur ma chemise. Mais ce qu'on disait par rapport à Jet Li, et c'est vachement bien parce que. Alors moi, Jet Li, c'est pas ma porte d'entrée, c'est pas été tu vois en Chine, c'est L'Arme Fatale 4. Oui. Parce que je suis une génération plus jeune, de 90, et donc du coup, 98, L'Arme Fatale 4, mais pareil, la il plupart débarque. des gens, la plupart des gens du côté du globe ont découvert Jet Li grâce à ce film. Là, on doit beaucoup à L'Arme Fatale 4. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui a fait sa carrière, enfin, comme Jackie Chan, parce qu'il est arrivé à peu près en même temps aux États-Unis. Jackie Chan a commencé à voir un petit peu avant pour Jackie Chan quand même. Jackie Chan il était 96 avec Jackie Chan dans le Bronx et 99 pour Jet Li, enfin 98 pour L'Arme Fatale 4, mais après 99 où il s'est vraiment installé, il est devenu rôle principal pour Romeo de Moya. Romeo Must Die, voilà, c'est... Mais c'est vrai que ces années-là, ça peut paraître rapproché, mais ça peut être très long quand même pour la carrière de quelqu'un, parce qu'on voit des carrières fulgurantes des fois. Tu te dis c'est le nouveau gars, et puis en fait 2 ans après, t'en entends plus du tout parler. Donc c'est pour ça que pour moi, le Jackie Chan était déjà installé quand Jet Li est arrivé. Mais Jet Li, en fait, il a pas eu de chance parce c'est quelqu'un qui est largement supérieur à Jackie Chan martialement parlant. On va pas se le cacher. C'est quelqu'un qui est vraiment très athlétique, mais il n'a pas eu la carrière aux États-Unis. En tout cas, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Un peu plus limité au niveau de l'acting aussi. Oui, un peu plus limité. Attention, Jackie Chan s'est vraiment mis dans... lui, il a vu qu'il y avait une affaire à se mettre sous la dent, et donc il s'est dit, bon, il y a du blé à se faire, donc il s'est mis vraiment en mode occidental et du coup à apprendre correctement l'américain et autres, enfin l'anglais. Jet Li, ça a été un peu plus compliqué. Pour autant, je pense qu'on a donné les mauvais rôles à Jet Li, et je vais même aller plus loin, je pense qu'on a donné les rôles que Jackie Chan refusait à Jet Li. Ah, ça, je pourrais pas te le dire, ça, je serais incapable de dire oui ou non, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a des rôles qu'il aurait pas dû tenir. Je pense que ça a été fait plus compliqué pour lui, puis ça a été plus compliqué pour lui pour plusieurs choses, parce que petit A, on l'a cantonné à certains rôles, comme beaucoup d'acteurs, c'est pas une nouveauté, mais quand tu vois la palette d'émotions qu'il est capable de donner dans un Danny the Dog, tu dis en fait que l'acteur est vraiment bon tout court, donc en fait il aurait pu jouer bien d'autres choses. Il était mal dirigé. Un bon acteur mal dirigé, c'est un mauvais acteur. C'est vrai. Et le deuxième truc, c'est que il a, pour moi, il a payé aussi du fait qu'il y a un moment donné où tu avais une mode et qu'il fallait rentrer en fait absolument dans cette mode. Ça a été le mode du hip-hop kung-fu, ça a été le mode du ciné. Tu veux dire de mettre des rappeurs donc, en fait, dans des films d'arts martiaux? De quoi tu parles là, je comprends pas. Par exemple, ouais. Par exemple, et c'était le body movie forcé, parce que tu vois qu'il y a 2 personnes qui vont pas du tout ensemble, mais tout d'un coup tu te dis mais si, il faut que ce soit, et puis il faut qu'il y ait des blagues, il faut qu'il y ait... Et ouais, c'est... Voilà, ouais, je ne dirai pas plus. Quoi, tu dis que DMX joue dans des films d'action? Oh là. mais tu sais qu'il s'est donné des freins lui-même par rapport à certains trucs, parce qu'il a énormément de mal de travailler des scènes déshabillées. Il aime pas être déshabillé, par exemple Jet Li, donc il y a des moments c'est très où ça a pudique, posé on en parle justement dans The One. pour certains films. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Lui est très amoureux de sa femme dans la vraie vie et ne souhaite pas, même à l'écran, en fait, être vu avec d'autres femmes. Donc le rapport qu'il a effectivement à ce genre de choses, il tourne pas de scènes de sexe, par exemple. Donc forcément, tout d'un coup, lui-même, en fait, a retiré une partie des rôles qu'on aurait pu lui donner parce qu'il avait juste pas envie de faire ça. Donc après. Il faut assumer son choix de carrière et son choix de vie, tout à fait. Donc, c'est... Moi, j'ai envie de quand même de name dropper. On parle d'été une fois en Chine. Moi, c'est pas un port d'entrée. J'ai découvert que bien après. J'ai commencé par
L'Arme Fatale 4 aussi, pareil, je l'ai entreaperçu. Mais mes vraies portes d'entrée, ça reste son cinéma hongkongais, puisque moi j'ai démarré par Fist of Legend. Et que je vais jeter un pavé dans la mare. Je suis désolé pour les fans, mais je le trouve supérieur à celui de Bruce Lee. Mais de très loin. Je suis Non, mais ouais. alors, mais vraiment, alors je veux choquer personne, mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais de toute façon, je pense que Bruce Lee était un excellent pratique en arts martiaux, mais je suis très critique sur son cinéma. Il a quelques films que j'aime beaucoup, moi, de Bruce Lee, qui sont très bons, mais j'aime beaucoup La Fureur de vaincre, j'ai aucun souci avec ça, mais je trouve que le remake est supérieur à tout point de vue, chorégraphie, niveau combat, je trouve qu'au niveau de la caméra, c'est beaucoup mieux filmé, et après, j'aime toute sa partie Hero, Taichi Master, j'en oublie encore, le maître d'armes. Enfin, c'est des films qui m'ont fichu des frissons comme j'en avais rarement eu, parce que je trouvais que tout était bon dans ces films-là, la musique, la chorégraphie des combats, avec. Et pourtant, le maître d'armes, je sais plus combien il dure, mais c'est un film qui est assez long. Et il y a à manger tout le temps. Ah bah oui. C'est franchement si vous êtes capable d'affronter parfois un film effectivement un peu long, parce que je sais qu'il y a des gens qui reprochaient son rythme. Moi, ça m'a pas choqué. Moi non plus. Puis il y a un casting vraiment cool. Il y a un casting de rêve. Ce que j'ai envie de dire, pour ceux qui fouinent un peu dans les caches, vous allez souvent retrouver un combo de DVD avec le maître d'armes, Hero. Ils sont souvent ensemble dans un coffret. Ouais, ils font les coffrets, les fameux coffrets, deux pour le prix d'un ou 3 pour le prix d'un. Des fois, tu as les trois ensemble. Ouais, et vraiment pas cher. Vraiment pour pas le cher. coup. Donc, c'est des films, des fois, pour peu que vous alliez dans des Fnac ou des trucs comme ça, vous les trouvez dans les bacs à l'entrée. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est un acteur. J'aime aussi. Alors, pareil, c'est pareil. On n'est pas d'accord avec Jazz. Même sa période américaine, je l'aime bien en fait. Mais moi aussi, d'ailleurs, je ne vais pas spoiler, mais il y a un deuxième Jet Li dans mon... Voilà, on va se le garder, mais on va peut-être être d'accord, on va peut-être se faire un brofist à distance, mais moi, il y a assez peu de... En tout cas, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Il y a assez peu de films américains que je n'aime pas du tout, mis à part The One, c'est peut-être le seul que j'ai vraiment pas aimé. Mais les autres, en fait, alors après, ça reste encore un regard d'enfant, d'adolescent qui regardait ça à l'époque. Mais je pense que même si je les regarde maintenant, il y en a qui piquent mais par exemple après, on verra, de la même période, j'ai regardé il y a pas si longtemps, j'ai regardé Hors Limite avec Steven Seagal et le fameux DMX justement. J'ai pas passé un mauvais moment. C'était pas si mal. Ah non. Hors Limite, ça fait. D'ailleurs, est-ce que je l'ai vu Hors Limite ? C'est celui avec. C'est la période. En fait, il est gentil, mais en fait, tu penses qu'il est méchant, mais il est gentil. Et Seagal croit un peu trop qu'il est trop fort en arts martiaux, alors qu'il fait quasiment pas beaucoup de cascades dans ce qu'il fait déjà là. Mais tu vois, je pense à un autre, En Sursis. Je le trouve très bien, En Sursis. Ah, moi j'adore ce film. Ce film-là. J'ai spoilé ton film. Désolé, c'est ça ? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est bon. Ah, non, pas du tout. Pas du tout, mais j'adore ce film aussi. Non, mais de toute façon, tu l'aurais spoilé, c'était pas grave. Et bon, t'as parlé de Danny the Dog, mais Danny the Dog, j'aime beaucoup aussi, tu vois. Alors, c'est cousu de fil blanc. Danny the Dog, alors je vais faire rire des gens, mais Danny the Dog est un film qui m'a fait pleurer au cinéma. Moi, la dernière scène où il termine, où t'as le piano et tu sens que le mec il est reconnecté avec lui-même. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le synopsis, en fait, Danny the Dog, c'est une sorte de 3 films en un. C'est con. Parce que tu commences dans un film typiquement anglais, très dur, où grosso modo c'est l'histoire d'un mec qui est élevé comme un chien et donc t'as le méchant qui est joué par Bob Hopkins qui est excellentissime dedans. Un de ses meilleurs rôles pour moi, il est abject, il est horrible, il est dégueulasse quand il lèche ses doigts. Ce mec, il joue super bien. Enfin, il jouait super bien. Il me manque ce type. Bref, donc il a élevé Danny comme un kleps et en fait, il le lâche quand les gens, en fait, il raquette des gens et il se sert de Danny pour ça. Il y a un accident de bagnole. Et Danny, en fait, il s'enfuit comme un chien, il s'enfuit, voilà. Et il va tomber nez à nez, et là c'est la deuxième partie du film, sur un type qui est accordeur de piano, qui est joué par Morgan Freeman, qui est excellentissime aussi dedans. Et là, il y a un deuxième film qui n'a rien à voir, et t'es parti dans autre chose. Et il va y avoir une troisième partie que je ne vais pas spoiler, où il se passe un truc important. Et là,
t'as l'impression de revivre des trucs du premier et pourtant là ça te dérange et c'est là où je trouve que le film est très très bien fait et le synopsis du film c'est la musique peut-elle sauver un homme et je trouve que ça s'y prête parfaitement. J'adore ce film. Le seul truc qui me dérange un petit peu parce que l'homme est un peu plus discutable maintenant, c'est qu'on est quand même avec un scénario en partie écrit par Luc Besson. Ah oui, voilà, ça, donc on peut pas ça malheureusement si tu me lances sur Luc Besson, mais par contre c'est Louis Leterrier à la réalisation, donc il sait quand même tenir la caméra et il y a surtout un des premiers rôles de Scott Adkins dans ce film. C'est pour ça que j'aime bien ce film aussi. Tout à fait. On ferme la parenthèse Dennis the Dog, mais je l'aime assez bien. Il est bon en Martial Manhunter. Et je l'avais vu aussi. Je suis en train de chercher, c'est pareil. L'OST, c'est comment il s'appelle ce groupe ? C'est elle est excellente aussi l'OST de Danny the Dog. Ah putain, c'est pareil, je l'ai pas en tête, ça va me revenir, mais un groupe Massive que j'adore Attack. aussi, et donc l'OST est génial aussi. Merci Massive Attack. Excellent et j'aime vraiment le travail de son qu'ils ont fait sur les trucs qui sont répétitifs, qui viennent être cassés par des trucs qui sont un peu dissonants. Et d'ailleurs, je sais pas si on a beaucoup digressé en parlant de Il était une fois en Chine, mais je sais pas si c'est un de ses derniers films américains avant longtemps à Jet Li. Je sais pas s'il n'y a pas eu une grosse pause avant qu'on le revoie dans l'Expendables et compagnie. Ah bah oui, c'est ça, tout à fait. Danny the Dog, c'est un de ses derniers films. C'est pas après Danny the Dog qu'il a appris qu'il était malade. C'est à cette période-là où il a appris qu'il a un problème de thyroïde. Je crois que c'est la thyroïde. Tout à fait, Ça, là, c'est pareil. C'est le genre de maladie. Tu dis, mais merde, putain, pourquoi lui ? Alors, tu le souhaites à personne. Mais là, tu dis, c'est quelqu'un qui a amené tellement de choses. Et puis, ça a l'air d'être de ce qu'on entend sur lui. Un vrai gentil. Tu vois, c'est un mec qui a l'air vraiment sympa. Que tu te dis, il doit être cool dans la vie. Assez humble et compagnie. Enfin, bref, voilà. Tout l'opposé de Jackie Chan, quoi, au passage. Enfin, bref. Ah, ça, c'est... En tout cas, il faut voir il est en Chine, le DVD se trouve il est adorable avec sa fille Jackie Chan et je te trouve dur. Mais en tout cas, il était une fois en Chine, vous pouvez trouver assez facilement les 2 premiers films, le reste est un peu plus compliqué à trouver. Les 2 premiers films. Alors les 3 premiers films sont faciles à trouver. Après, ça devient compliqué. Alors, il faut savoir que j'allais dire Bruce Lee, que Jet Li ne joue pas dans tous les Il était une fois en Chine. Son rôle après passe à un autre acteur dont j'ai plus le nom là en tête. Et moi, j'ai vraiment une préférence pour les films avec Jet Li, mais les autres se laissent voir. Hein. Non, c'est un autre comédien. Lui, il joue en fait 1, 2, 3, 6. Et le 4 et 5, c'est un autre comédien. Alors, on l'a cité dans l'émission de comment dire, sur le combat de maître, mais je sais plus moi qui c'est. Je vous avoue là. Mais il se laisse voir quand même. Hein. Mais j'ai vraiment une préférence pour la période Jet Li. Ah oui, Vincent Zhao. J'ai trouvé le nom au passage. Merci. Du coup, tu nous as cité ton premier film, Il était une fois en Chine, qui est un très très bon choix. Quel est ton second film ? Écoute, j'ai voulu totalement casser l'image d'Il était une fois en Chine et je vais vous citer du Stephen Chow. Alors j'ai hésité longuement sur le film que j'allais choisir et je suis parti sur Crazy Kung Fu. Je l'ai jamais vu. T'as jamais vu ? Ce film-là, en fait, il est. Alors, il faut savoir que Stephen Chow, c'est un excellent pratiquant d'arts martiaux, déjà pour commencer. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et il a très souvent, un côté décalé, en fait, dans la manière dont il va raconter ses histoires. Et j'ai hésité avec, tu vois, du Shaolin Soccer ou des trucs comme ça. Mais je me suis dit, je vais partir sur Crazy Kung Fu parce qu'il y a un petit peu tout ce qu'il fait dedans. Et comme justement, l'idée de Crazy Kung Fu, c'est des arts martiaux vraiment typiques genre des mecs qui se battent avec des instruments de musique, il y a vraiment un petit peu de tout et j'ai vraiment kiffé ce film qui en plus, et c'est là où c'est tout à l'honneur je trouve de Stephen Chow, c'est qu'il ne s'est pas mis au centre du film alors que d'habitude tu le vois très souvent, c'est le personnage principal, point final, et là, il met en lumière pas mal d'acteurs différents qui vont venir se greffer. Alors, c'est très souvent les mêmes acteurs avec lesquels il bosse. Il a vraiment l'habitude de bosser avec les mêmes équipes. Et je trouve que ça colle bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. The people of Pigsty have fought off many feared opponents. They've beaten the most skilled assassins. But now, they're about to meet their biggest problem yet.
大副超嗰個白咁沙塵，出嚟！喂，我唔係嗌你啊，白靚仔啊，靚仔，我忍你好耐噶啦，出嚟啊！啊，得啦，叻啦！細路仔打交先至會啫。Columbia Pictures presents an all-new action comedy. 唔好啊，對唔住。Stephen Chow in a film that proves being a good bad guy is harder than it looks. Kung Fu Hustle. Ah, il est chouette. Pareil, ça fait des films que j'ai vus moi il y a très très longtemps. Pour ceux que ça intéresse, il est. Ah bah il est pas récent. Hein. 2004. Je sais plus de quand il date. Je suis en train de regarder où est-ce qu'il est le... dispo. Il est dispo sur Netflix, hein, pour ceux qui veulent le voir. Ah bah voilà, bah génial. Je crois qu'il est sorti en 2005 en France. Alors ouais, j'ai mémoire, 2004 la date, mais c'est peut-être la date 2005-2006, la date US. Après, moi, je sais que à l'époque, j'avais bien aimé le Shaolin Soccer, et je pense que c'est peut-être celui qui a peut-être le plus cartonné au niveau international, parce que ça reste Stephen Chow, ça reste quand même très confidentiel au marché hongkongais. Et de mémoire, je crois que Crazy Kung Fu n'a pas. Pardon, je fais une toute petite parenthèse. Excuse-moi. Oui. Je fais une toute petite parenthèse par rapport, parce que pour rester sur Shaolin Soccer, mais très très court, on a la chance d'avoir, justement, je crois que c'est HK qui avait sorti les DVD, je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Et en fait, sur l'édition d'HK, tu as la chance d'avoir les deux versions du film. Il faut savoir que la version européenne n'est pas du tout la même que la version d'origine, et ça vaut le coup vraiment de voir la version d'origine. Alors déjà, c'est des films que je conseille en VO sous-titré. Une demi-heure de plus, je crois, c'est ça, et puis c'est beaucoup de comédie en plus, quoi. C'est ça, c'est de la blague. Il y a beaucoup en plus, il y a des trucs en moins, parce que vraiment c'est deux films différents. Il y a des scènes qui n'existent pas dans la version d'origine que tu as dans la version américano-européenne, mais vraiment j'ai un petit coup de cœur pour la version d'origine. Voilà, je ferme ma parenthèse. Mais ce que je voulais dire, dans l'impression que j'ai, alors peut-être elle est fausse, mais j'ai l'impression que le Crazy Kung Fu du coup a beaucoup moins bien marché, a eu un accueil beaucoup moins positif. Non, t'as raison. Ouais, t'as raison. Bah, tu vois, c'était ce que j'avais regardé. Moi j'avais apprécié, j'avais trouvé ça complètement délirant. En fait, je m'attendais à rien, en fait. J'étais sorti d'un Shaolin Soccer quelques années auparavant où j'avais passé un bon moment. Et Crazy Kung Fu, en fait, je me dis, mais c'est du grand n'importe quoi, en fait. Mais dans le bon sens du terme. Mais c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais en fait, les gens s'attendaient à une sorte de suite de Shaolin Soccer, et tu peux y trouver des points communs. Il y a les mêmes persos, quasiment. Il y a le même casting. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment un film à part entière, en fait, Crazy Kung Fu. En fait, faut vraiment voir ça comme quand t'as des acteurs que t'aimes bien qui se sont réunis autour d'un projet. Comme tu l'as dit, c'est totalement délirant. En fait, moi, ça m'a fait penser à des trucs comme Ranma, ça m'a fait penser... Il y a plein de refs dedans. C'est les mecs, ils ont inventé des kung-fu totalement improbables. Je kiffe. C'est vraiment un film que j'adore. Et on disait tout à l'heure, la dure loi de faire un top, pour moi, c'est effectivement impossible. Mais je voulais forcément qu'il y ait un film qui soit un peu marrant. Et j'hésitais entre partir sur du classique Jackie Chan, etc. Mais je trouve que Stephen Chow a amené quelque chose d'à la fois moderne et drôle dans la subtilité. Il y a quelque chose de très subtil parfois dans son humour, parce que je vais vous citer un truc, vous allez pas comprendre tout de suite, vous allez dire mais de quoi il me raconte, de quoi il me parle. Je pense à des films comme Le Père Noël est une ordure, et là je prends un grand écart exprès, mais Le Père Noël est une ordure, c'est un film où vous avez la blague qui est devant l'écran, vous êtes en train de voir les acteurs jouer, etc. Et il y a tout ce qui est en fond derrière, où tu dis putain, mais j'avais pas vu que l'autre il continue à faire ça, ou qu'on entend l'autre actrice qui est dans le couloir, ou etc. Et quand tu revois le film, Crazy Kung Fu c'est un peu ça. Tu vois en fond derrière, il y a toujours un truc à voir. Il y a ce qui se passe devant la caméra, et il y a ce qui se passe aussi derrière les acteurs. Et rien que pour ça, je trouve qu'il y a un truc magique dans ce film. Ouais, après, alors Crazy Kung Fu a été un succès aux États-Unis. Alors je vais vous dire pourquoi ça a été, dans le monde entier. En fait, Shaolin Soccer a été on va dire la porte d'entrée, puisque tout le monde a un peu connu Stephen Chow grâce à Shaolin Soccer. 40 millions de dollars dans le monde entier. Pour un budget de 10 millions. Plus de 100 millions de dollars pour Crazy Kung Fu au box-office. Et en fait, ça a ouvert la porte. C'est en fait, à chaque fois qu'on avait le nom de Stephen Chow qui était au générique, c'était généralement bon, c'est bon, on va passer à un bon moment. Sauf en 2009.
Tu me l'apprends parce que moi je croyais vraiment que le film avait moins bien marché que Shaolin Soccer. Alors, mais sauf en 2009, c'est-à-dire que le nom de Stephen Chow va apparaître dans un film et ça ne sera pas bien. Et en fait, on va dire que c'est un peu le fil rouge de ce high kick dans ton podcast, puisqu'il a été producteur de Dragon Ball Evolution. Putain, voilà. Mais... Et tu sais que je savais même pas que c'était Stephen Chow qui était la production. Il est à la production de Dragon Ball Evolution. Là, ça pique. C'est dur. Là, pour ça, on vous renvoie aux épisodes de Blood and Bone et de The One, qui sont malgré eux connectés, n'est-ce pas mais pour ça, il faut écouter les épisodes. Non, de toute façon, plus j'en apprends sur Dragon Ball Evolution, plus je vois qu'il est connecté à trop de trucs. Les deux films que je viens de te citer, il y a une connexion. Et ça, pour ça, il faut écouter les épisodes. Les 7 boules de cristal, c'est dangereux. Très dangereux. Mais pour revenir sur ce Crazy Kung Fu, moi, j'aime de ce que je m'en souviens, c'est que c'est un film qui est beaucoup plus décomplexé que le Shaolin Soccer, qui allait un peu dans le what the fuck, mais ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin? Et ils vont encore plus loin dans le délire, en fait, parce que ça, ils ont mis tous les potards à 11 et ils se sont dit, allez, on y va, et on s'en fout. Et ce que je peux des fois reprocher un peu à ces films-là, c'est que nous, Européens, et encore une fois, il n'y a pas de ségrégation quand je fais ça, on n'a pas toujours les codes pour décrypter l'humour asiatique. Et c'est ce qui fait que tu parlais justement du Père Noël est une ordure. Père Noël est une ordure, c'est drôle parce qu'on a les codes, on a nos codes à nous pour comprendre cet humour-là. Tu mets ça en Chine, ils vont pas rigoler, tu vois. Et c'est ce que je peux avoir comme petit reproche à ces films hongkongais. Je cite souvent le Police Story de Jackie Chan, que j'aime beaucoup, le premier Police Story. Oui. Mais il y a tout un ventre mou où je reprends toujours cet exemple-là de il jongle avec les téléphones. Je trouve pas ça drôle. Ça me fait pas rire. Et c'est parce que j'ai pas les codes. Et c'est que je suis pas, entre guillemets, client de cet humour-là, parce que j'ai pas été éduqué avec cet humour-là. J'aime les scènes de bagarre, j'aime les scènes d'action que je trouve ouf, parce que là-dessus, ils sont super bons, sur tout ce qui est scènes de baston et chorégraphie de combat. Dans la gestion d'utilisation des câbles aussi, pas mal. Moi, j'aime bien, en fait, quand c'est bien fait. C'est bien fait, ouais. Mais par contre, l'humour, des fois, je suis un peu moins client, parce que je le capte pas. Alors, dans Shaolin Soccer, dans Crazy Kung Fu, ça fonctionne, parce que c'est de l'humour mainstream, on va dire, et qui est entre guillemets compréhensible pour tout le monde, parce que je pense qu'il a aussi réfléchi à son produit, à son film, pour qu'il soit transportable à l'international. Donc quand tu dis on voit les refs à ras de main un demi, etc., ouais, ça nous parle, parce que il utilise des trucs de la pop culture qui sont ancrés, et ce qui fait que le film fonctionne, quoi. Mais je suis pas sûr que tous ces films et toutes ces comédies, elles sont transportables et transposables en France, quoi. Enfin, en Europe ou ailleurs, quoi. Non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que c'est bien d'ailleurs que tu l'aies précisé. C'est vrai que on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais ma culture cinématographique a toujours plus ou moins pris en compte, en tout cas depuis que j'ai eu l'âge de pouvoir le faire et d'avoir les moyens de le faire, j'entends pécuniairement parlant, de voir des cinémas qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez nous. Alors ça a été le cinéma hongkongais, ça a été le cinéma chinois, ça a été le cinéma japonais, mais même, tu vois, j'ai regardé très tôt du Bollywood, à l'époque où même le nom, on n'en parlait pas. Et c'est vrai que je fais une petite dédicace à Well Cook, mais on a regardé énormément de Sentai, de cinéma vraiment qui, avec leur recul, ça fait un peu genre mais pourquoi vous regardez ça, quoi. Mais à chaque fois, tu trouves des trucs effectivement que tu trouves pas ailleurs. Et c'est vrai que un film comme Crazy Kung Fu, il y a un humour. Je peux parfaitement comprendre qu'un Européen en fait n'y trouve pas son compte. Vraiment, ça me choque pas parce qu'effectivement, c'est pas on n'a pas les mêmes codes. Et en allant plus loin, on parlait tout à l'heure de la version internationale ou hongkongaise de Shaolin Soccer. Il y a toute une scène dans la version d'origine où il y a une des actrices qui en prend plein la gueule. En fait, elle essaye d'être gentille, de plaire. Donc, elle est surmaquillée, c'est super moche, etc. Et tout le monde se fout de sa gueule. C'est une scène, en tant qu'Européen, qui est vachement dure. Et difficile, et alors que dans la version d'origine, en fait, elle est présentée de manière à on rigole du truc, parce que l'idée, c'est que ça va faire bouger les personnages. Et moi, c'est vrai que c'est une scène que j'ai vue comme quelque chose qui m'a plus heurté que fait rire. D'ailleurs, c'est une scène qui me fait pas du tout rire.
Mais ça veut pas dire qu'elle fonctionne pas chez moi, mais c'est vrai qu'elle fonctionne pas comme quelqu'un de Hong Kong, en tout cas de l'époque, parce que certainement que le cinéma hongkongais a bougé depuis, et j'avoue que ça fait quelques années que je ne regarde plus aujourd'hui, par manque de temps. Certainement que ils ont été amenés à t'es obligé, Sébastien le disait tout à l'heure, de régler le curseur en disant pour que ça fonctionne à l'international, est-ce qu'il ne faut pas effectivement qu'on tourne le potard peut-être un peu moins fort. Et c'est vrai que Crazy Kung Fu fait partie des films hongkongais de Stephen Chow qui marchent certainement le mieux dans tous les pays, parce que même si ça va très très loin, il y a l'humour, il est quand même beaucoup plus accessible que dans la version d'origine de Shaolin Soccer, par exemple. Puis Stephen Chow, il est quand même considéré un peu comme le Adam Sandler américain. Parce qu'en fait, c'est un type qui a jamais eu, ou très peu en tout cas, eu d'un succès au box-office, et il détient, alors je crois encore aujourd'hui, je peux me tromper, mais il détient encore le titre de réalisateur en fait, qui a sorti un film qui a eu le plus grand nombre d'entrées et le plus grand nombre de bénéfices en Chine. C'est un truc de fou. Mais si vous avez l'occasion, creusez sa carrière. Hein. Ce mec, il a une filmographie de dingue. Hein. Oui, puis c'est un touche-à-tout. C'est-à-dire qu'il va jouer dans un film, mais attention, il va quand même écrire, réaliser, produire. Enfin, c'est un businessman, et quand il va sortir, il est vraiment sûr de son produit, et il sait très bien que ça va faire rire. Maintenant, de l'exporter, je pense que, je sais pas si ça l'intéresse vraiment de l'exporter dans d'autres pays, enfin, ou à l'international, parce qu'il se fait déjà son blé en Chine. Je pense que c'est un bonus. Crazy Kung Fu et Shaolin Soccer, c'est arrivé chez nous. J'ai l'impression que c'est un miracle. Je pense que Shaolin Soccer est arrivé parce que c'était aussi la mode avec Jackie Chan et tout ça. On commençait à voir petit à petit des films hongkongais qui arrivaient, même en vidéo et autres. Mais Crazy Kung Fu, moi je sais, j'étais au Gabon, ce film-là je ne l'ai pas vu malheureusement, mais même Première ne s'attendait pas à le voir sortir, il est sorti un peu de nulle part, quoi. Et c'est pour ça qu'en France ça a bidé, parce que en fait personne s'y attendait. On avait beau dire par le réalisateur de Shaolin Soccer, mais on avait un peu oublié Shaolin Soccer à cette époque-là. Parce qu'il y a quand même, je crois, 4 ans de différence entre les deux. Ouais, c'est ça, 4-5 ans entre les deux. Ouais. Moi, j'étais tellement content quand Shaolin Soccer est sorti, parce que là pour le coup, Stephen Chow, c'est quelqu'un déjà dont je suivais la carrière, mais je n'imaginais pas une seule seconde, tu l'as dit, de voir un film de lui débarquer sur les grands écrans en France. Alors là, et j'ai emmené tous mes potes le voir. Je dis putain, mais c'est le mec dont j'arrêtais pas de vous parler, il faut absolument. Et les gens disent ouais, bon, tu vois le truc débarquer sur un grand écran, puis là le film commence, et là tu vois les potes rigoler, tu fais c'est bon, j'ai gagné, ça va le faire. Ouais, complètement. C'est vraiment, en plus, c'est un film qui fonctionne très bien, et Crazy Kung Fu devait avoir une suite, et qui a été longtemps retardée, et finalement on ne verra jamais le jour. Mais pour autant, ouais, ça a été vraiment un gros succès, et c'est son dernier film qui est sorti en France, en tout cas. Je confirme. Je confirme, ouais. Après, il est reparti faire des films chez lui. Je serais très curieux de voir. Ouais, et je serais très curieux. Comme beaucoup, en fait. Hein, j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup ont été déçus. Alors, soit de leur carrière en Amérique, on le voit avec Jackie Chan, qui en a eu marre, en fait, de jouer le pantin et d'être, d'avoir toujours aux commandes, en fait, des réalisateurs qui ne savaient pas réaliser des scènes de combat. C'est compliqué. Brett Ratner pour Rush Hour, c'était pas possible. C'est Jackie Chan qui réalisait lui-même ses scènes de combat, et je pense qu'à un moment donné, il s'est dit bon, allez, je me casse et je repars en Hong Kong. Jet Li, c'était pareil. Donnie Yen, pareil. Pourtant, Donnie Yen aussi a été à une petite période aux États-Unis. On l'embrasse dans Highlander 4, mais pour autant. Oh, ce tacle à la gorge! Oh, tu cites son pire film. Une balle perdue, bam! Allez, une balle perdue, elle est pour toi, tiens. Allez. Allez. Mais je pense que, à un moment donné, bon, ils se sont dit, on fait nos films en Chine, et puis après, si ça sort ailleurs, tant mieux, mais on va pas se prendre la tête. De toute façon, ça fonctionnera dans nos contrées, quoi. Moi, je suis vraiment curieux du troisième film quand même, parce que là, tu nous as teasé quand même tu nous as dévoilé 2 films. Une fois en Chine, qui est vraiment un chef-d'œuvre HK. Crazy Kung Fu, il faut que je le voie. Je l'ai toujours pas vu. Il faut que je le regarde. Et je serais curieux d'avoir ton avis, vraiment.
Ouais, carrément, avec grand plaisir. Il faut surtout je sais que je l'ai vu dans certains caches, donc je prendrai. Il est encore très facilement. Non, mais tu l'as sur Netflix en fait, te prends pas la tête. Ah bah oui, c'est vrai que tu me l'as dit, il est sur Netflix. Et si tu le veux vraiment en physique, il est sorti dans 2 éditions, dont une cartonnée qui, je sais pas pourquoi, paraît trouvable assez facilement. Franchement, il inonde assez facilement les bacs à soldes et compagnie. Tu le trouveras facilement, je pense. Mais voilà, Netflix, donc c'est un abonnement Netflix, ne nous privons pas. N'est-ce pas ? Et donc oui, et ton troisième film du coup pourquoi mon troisième film ? Je vous ai dit qu'il y aurait un deuxième Jet Li. Alors là c'est pareil, pas spécialement pour brosser Luc Besson que je déteste dans le sens du poil, bon. Mais enfin j'entends humainement parlant bien sûr, parce qu'il y a toute une partie de la carrière du bonhomme avec des films que j'aime beaucoup. J'adore Nikita, j'adore Léon. Enfin c'est des films qui ont bercé mon enfance et voilà. Mais je vais vous parler du Baiser mortel du dragon. Qui est un film, je trouve, qui colle parfaitement à Jet Li. En fait, vous avez des films comme ça, je pense à des films comme Bloodsport que j'aurais pu citer, il fait partie de mes films préférés d'arts martiaux, il aurait très bien pu être là, ou plein d'autres. En fait, il y a des moments où vous vous dites, ok, il y a un personnage, c'est le meilleur de sa catégorie, et c'est pour ça qu'il va s'en sortir. Et le Baiser mortel du dragon, ça va complètement s'inscrire là-dedans. Et j'ai beaucoup de mal avec les films où t'as un mec qui est bon, moins bon, etc. pendant tout le film. Et tu dis, mais comment le mec, comment il est encore là, quoi ? Comment il s'en sort ? Comment c'est crédible ? Et puis à la fin, il dit, ah mais c'est vrai, j'avais oublié que j'ai cette technique ultime qui va me permettre de me sauver, que j'avais complètement oublié pendant les 2 heures. Je l'utilise comme ça, je tue mon adversaire. Non. Là, le Baiser mortel du dragon, c'est l'histoire d'un mec, c'est le meilleur flic de Chine qui débarque en France et qui se retrouve en fait avec une police française qui est corrompue, et ça va complètement partir en live. Et si j'aime ce film, au-delà du film en lui-même que j'aime beaucoup, de l'OST que j'aime beaucoup, des acteurs, il y a Chiqui Cario donc, qui est génial. C'est, super Chiqui Cario. Mais il y a des chorés de combat dans ce film, pareil, qui m'ont retourné, dont une scène qui sert strictement à rien dans le film, mais que j'adore. Il y a un moment donné, il débarque dans un dojo où tu as les flics qui sont en train de s'entraîner, et il va se taper, je sais pas combien, ils sont une trentaine de gars, je pense. Et quand vous regardez la scène, elle est crédible. Il y a un mec tout seul qui va viander 30 mecs, et juste cette scène, elle est extraordinaire. Il y a, tu sais, très souvent dans les scènes de bagarre, tu vois, chacun attend son petit tour, je vais te taper. Là, même quand les gars ils tapent pas tous en même temps, il y a le côté crédible de merde, mais qu'est-ce que je fais ? Et tu les vois essayer de se positionner parce qu'ils sont impressionnés par le gars. Tu dis bon, le mec il vient déjà de mettre 10 gars par terre. Ouais, c'est pas n'importe qui. Et il y a un moment donné, ils jettent à 3 dessus, ils ont des tonfas, ils tapent de toute leur force, etc. Et lui, il barre tous les trucs. J'adore cette scène. Et puis bon, t'as la scène des jumeaux. Je vais arrêter de spoiler le film si jamais vous l'avez pas vu. Regardez ce film. Mais toutes les scènes de combat, elles sont vraiment super. Et ils ont utilisé des techniques de coupe. Pour accélérer certains mouvements qui aujourd'hui se voient, parce que c'est un truc qui a un petit peu vieilli, mais qui à l'époque était une nouveauté et qui rend certaines scènes ultra dynamiques, des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et rien que pour ça aussi, j'aime ce film. Voilà, c'est vraiment un film que je conseille, qui a vieilli, il a ses défauts, mais la musique notamment. C'est un film que j'aime beaucoup. Un peu, de mémoire. Ouais, moi je l'aime beaucoup, mais je. Elle est très datée. Je peux comprendre. Elle est ultra datée. Combien de temps vous pensez rester ? Pas longtemps. Welcome to Paris, Johnny. No death.
moi, je me souviens, c'était en 2018, je crois, 2018-2019, sur Twitter, j'avais posté en fait une vidéo, la vidéo dans le commissariat, avec notamment Cyril Raffaelli, Monsieur Banlieue 13, un très grand combattant et cascadeur, Monsieur Banlieue 13. Et je trouvais cette scène vraiment extraordinaire. Je trouve qu'il a été sous-exploité d'ailleurs, cet acteur, mais ça c'est un autre débat. Ah oui, non, mais ça c'est Et je trouvais que c'était hyper bien chorégraphié, voilà, et beaucoup de dynamisme, tout ça. Et je me suis fait défoncer sur Twitter. Et c'est la première fois où je me faisais autant défoncer en disant ouais, mais tu nous poses cette scène-là, ça voit que t'as jamais regardé un film d'arts martiaux, tout ça. Oh là là. Ah, la violence, la violence des fragiles de Twitter. Mais du coup, je me suis dit, bah attends, et j'ai revu le film, je me suis dit, non mais quand même, c'est juste qu'ils connaissent pas leur sujet et que t'as parlé de quelqu'un d'autre que Bruce Lee et qu'à un moment donné, ça a dû choquer des gens. Après, peut-être le reproche, moi c'est un film que j'aime beaucoup aussi, Le Baiser mortel du dragon, mais pareil, c'est un film qui a quand même quelques années maintenant, une vingtaine d'années quand même. Ah bah c'est 2001, donc oui, c'est pas jeune. Jeune. Donc j'ai dû le voir à l'époque et je sais pas si je l'ai revu entre-temps après, mais je pense qu'il mériterait de revue. Mais j'ai quand même le souvenir d'un film quand même assez cuté. Tu vois, qui a beaucoup de coupes dans ses scènes et qui a un montage assez dynamique. Ça reste propre, ça reste regardable. Il a un côté vidéoludique. Exactement. Tu veux dire dans la manière dont le scénar avance. Et je peux c'est vrai que vas-y, excuse-moi. T'as le côté, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais le côté pornographique de une scène, un combat, une scène, un combat. Ouais. C'est vrai qu'il est comme ça. Il a un montage assez nerveux clairement, et je peux comprendre en fait ce reproche-là dans le sens où on laisse pas le temps un peu de respirer et que du coup il y a peut-être un peu ce côté un peu qui est pas réel, tu vois, un peu surréaliste, un peu du montage et des combats. Après, malgré tout, moi je trouve que c'est un super film. Le réalisateur, étonnamment, il fait un super taf là-dessus et pour autant il a une carrière. Ah, Chris Naon, c'est Chris Naon. Et alors, j'ai découvert un truc, mais alors complètement par hasard, parce que ça a popé dans mes suggestions de films. Il a fait un Bloodsport avec des meufs. Et je suis très curieux de voir ce film. Tout à fait. Mais vraiment. Je l'ai toujours pas vu, ce film. Pareil, je ne l'ai pas vu. Je suis curieux. Je me dis, mais j'ai envie de voir ça, quoi. Alors après, j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce m'a fait un peu peur parce qu'elle pue le côté un peu nanar, vraiment. Ça sent un peu le nanar, mais quand même, je me dis. Si tu regardes la lignée des Bloodsport en général, c'est quand même pas mal des nanars. Hein, oui. La main de fer. Ah oui, la main de fer. Voilà. Mais pour revenir sur cette fameuse scène où il est dans le dojo, moi, celle-là, elle est bien, mais malheureusement, elle souffre. Je l'ai cité tout à l'heure. Elle souffre de la comparaison de la scène du dojo dans Fist of Legend, qui a un peu ce même principe-là, où tous les mecs lui sautent dessus, ils tabassent dans tous les sens. Donc c'est aussi devenu un peu quelque part cette marque de fabrique de Jet Li. Je peux pas dire le contraire. Qui est un peu l'expert du 1 contre 100, quoi. Il a plein de gens qui lui tombent dessus, il arrive à se défourailler tout le monde à coups de patate, à coups de pied, etc. Et ils l'ont un peu repris dans Baiser mortel dragon parce qu'ils ont vu ces films d'avant, quoi. C'est surtout ça, quoi. Mais le film est cool, hein. C'est certain, mais le fait est que ça, dans le Baiser mortel du dragon, ça l'ancre dans une certaine réalité. Il y a un moment donné, en fait, alors que tout ce qui se passe est totalement pas crédible une seule seconde. Hein. Tous les combats que vous allez voir dans ce film ne sont pas du tout crédibles, mais la manière dont c'est filmé, le fait que ce soit de la musique moderne, le fait que tu aies en plus des images, parce que ça se passe à Paris. Donc tout du long, en fait, ça c'est chez nous, quoi. Et mine de rien, ça joue aussi dans l'immersion en tant que Français de tout ça. Donc c'est vrai que c'est une scène qui fonctionne très bien sur moi. Après, c'est pas un film, faut le dire aux auditeurs qui vont le regarder, c'est pas un film très good vibes, on va dire, si on peut prendre un terme anglais, parce que c'est un film qui est très noir, qui est quand même ultra violent, et ça fait pas de cadeau, quoi. Hein. Ça vient pas pour rigoler. Non, là. On y parle prostitution, pas d'humour, hein. on y parle corruption. C'est ça. Ouais. Et ah oui, là oui, je vous ai placé du Crazy Kung Fu. On a cassé le truc à nouveau, hein, ça y est. Non, mais je trouve qu'elle est intéressante à sa carrière, même si on n'est pas d'accord avec Jazz, parce que, encore une fois, j'ai un souvenir un peu lointain. Moi, je suis presque prêt à défendre Roméo doit mourir, quoi. Hein. Voilà, il est parti le chercher. Voilà. Je l'ai acheté. Tu sais que Roméo doit mourir n'est pas un bon film, clairement pas. Enfin, je pense pas que ce soit un bon film, mais c'est un film pour lequel j'ai
énormément Parce qu'il se bat bien dedans. Et même les scènes de combat sont sympas. Le côté très américain du combat de fin en duel presque fonctionne très bien chez moi. Les petites blagues Dimson, pareil, où ils se disent bon, on part à la recherche du mec et puis le mec il va te piquer ta ceinture et il va te faire tomber avec. Il y a plein de trucs qui fonctionnent très très bien chez moi. Maintenant c'est pas ultra bien joué. Les musiques sont lourdingues. Le scénario est aux fraises. Donc techniquement parlant, effectivement, si c'est pas le film que je vais conseiller. Mais tu parlais de Good Vibes, il y a un truc ça marche chez moi en fait. C'est un truc que je peux regarder juste parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Exactement. Voilà. Donc je pense que je me situe entre vous deux en fait. Non mais je vais le revoir. Je l'ai acheté exprès. Tu l'as acheté exprès. T'es faible. je l'ai vu dans le bac. Je me dis bon, il est tout seul, je vais le prendre. Non, mais c'est vrai que. Mais t'es tout seul. Allez viens. Allez viens. Non, mais c'est vrai que la carrière de Jet Li aux États-Unis, je voudrais bien un peu la redécouvrir, notamment revoir en sursis que j'avais beaucoup aimé. C'est pas la plus honteuse pour un acteur hongkongais, chinois hongkongais, qui vient s'exporter aux États-Unis. Elle est clairement pas du tout honteuse, même Expandable, tu vois, il est bon dans Expandable. Moi, il commence à accuser le poids de l'âge. Bah oui, il se bat. Mais il se bat contre Gary Daniels. C'est vrai. C'est pas des moindres. Voilà. Ça fait mal d'ailleurs. C'est dans le deuxième où il fait qu'une apparition, il se barre. Ouais. Je vais faire une mission à part. Dans le 2. Et alors d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'est ça fait mal à partir de là qu'ils ont découvert sa maladie. C'est à ce moment-là, je crois que la maladie a été déclarée dans les années 2010, il me semble. Parce que... D'accord, je croyais qu'il le savait déjà avant. Expandable 2, il date. Et c'est vrai qu'on avait été vachement étonnés parce qu'il était sur l'affiche du film et on avait été vachement étonnés qu'il ne joue que 5 minutes finalement. Tu dis merde. Et dans le 3, je crois qu'il apparaît à la fin avec Schwarzy. Je sais même pas si j'ai vu le 3. Il n'apparaîtra pas du coup dans le. J'ai vu la bande-annonce du 4. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça, ma guerre. Alors si je peux dire que Stallone a piqué la place de Mickey Rourke dans le bar. Ça c'est montré dès le début. Voilà, c'est ça. Il se passe des choses. Mais est-ce qu'il fait du Tom Cruise avec des cocktails? Est-ce qu'il y a Tom Cruise avec des... Je sais pas, il était peut-être caché dans le bar. On sait pas, on n'est pas à l'abri d'une... Non, mais c'est compliqué. C'est d'ailleurs marrant parce que là c'est vrai que la plupart sont passés dans la série et ce serait rigolo de voir débarquer un Tom Cruise. Et tiens, juste pour... Ouais, bah... Vas-y, non mais termine. Il devait y avoir, à un moment donné, dans le premier casting des Expendables, on devait avoir Patrick Swayze. Ah, oups. Ah bah oui. Il avait été prévu. Bon, il est décédé, je crois, bien avant, mais il était prévu dans l'esprit de Stallone et ses scénarios encore quelqu'un qui manque beaucoup, je trouve. Excellent acteur, sous-côté. Et totalement sous-côté. Si tu dois juste pour conclure là-dessus, ça peut être rigolo, ça, je prends des libertés, mais nous recommander un ou deux visionnages récents, martialement parlant, qui t'a décollé la rétine ou où t'as trouvé ça ouf. Là, je te prends un coup, comme ça. Putain, j'ai oublié son titre et tu l'as cité dans une autre émission avec Chris Hemsworth. C'est Tyler Rake. Extraction. Oui, Extraction. J'ai vraiment, franchement, c'est assez bluffant. Le rythme, les images, le grain, parce que mine de rien, on n'a pas beaucoup parlé photo, pendant ces émissions-là, mais la photo, j'aime beaucoup. Et c'est pareil, quand tu es parti dans le film, ils arrivent à rendre crédible des trucs, tu te dis, mais comment il tient encore debout, le mec Et t'es dedans, et c'est fluide. Et ça passe, et le personnage est attachant. Je pensais faire, honnêtement, pour rebondir sur ce que tu disais, qu'ils allaient faire... Moi, j'avais beaucoup aimé le premier. Et le premier était vraiment bien, quand même. Comment ils peuvent faire une suite de ça? Et je dis, putain, Bah déjà, il est mort. Alors déjà, pourquoi il est le deuxième? Déjà, étape numéro 1, il est mort. Ok, donc... et il raccroche bien les wagons. Et en fait, derrière, tu apprends qu'ils vont en faire une saga, qu'il va y en avoir d'autres. Et je suis prêt à payer. C'est ce que j'allais dire, je suis prêt à payer. Je suis content de mon abonnement Netflix juste pour ça, parce que c'était vraiment bien. Mais j'ai même envie de dire, Netflix, emmenez-moi au cinéma, en fait. Sortez-le sur grand écran. Ouais, je sais que ça n'arrivera pas, mais... Il fut un temps où ils projetaient ça, mais ils l'ont vite abandonné.
C'est dommage parce que ce film-là, sur un grand écran, moi, enfin, t'en prends plein la rétine, quoi. C'était... Putain, le mec, c'est Thor, ils peuvent tester quand même, merde. Ouais, mais je veux dire, il est bankable, le gars. Hein. Ouais, mais au-delà de Thor, c'est compliqué. Par exemple, Men in Black et tout Ouais, ça, c'est un ça faux a parcours. bidé. Après, c'est vrai que... Il a pas de Et mauvais ça, Alors, sur Men in 90 Black, millions, c'est vraiment- il a bidé, mais peut-être qu'ils ont cherché un peu aussi. Hein. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que Tyler Rake, 90 millions, je pense qu'ils ont pas osé pour le premier. Ils étaient peut-être un peu frileux. Mais vu l'impact que ça a eu, c'est vrai que pour le 2, ils auraient pu tenter une petite sortie ciné. Ça aurait été, ça aurait Écoute, été plutôt... de toute façon, c'est pas, je ne bouterai pas mon plaisir. Hein. Tu peux aller chez un pote qui a un très grand écran et te faire plaisir. Ça, c'est trop. Ouais, c'est clair. Ouais. Et le deuxième titre... C'était un deuxième, hein. Qu'est-ce que je pourrais citer de très récent qui m'est retourné, parce que j'en ai vu des trucs récents, mais qui m'est retourné, t'as dit qui retourne le cerveau. Ouais, tu te dis, t'as pris ton kiff à regarder ça, quoi, comme jamais, quoi, tu vois. Tu ressors, t'es content, quoi. Je sais pas si j'en ai un deuxième, un truc vraiment qui met... Parce que le truc le plus récent que je vois où dedans t'as du combat, c'est le quatrième Jason Bourne où t'as des scènes que je trouve très bien faites, parce que c'est pareil, c'est un film qui a ses défauts et qui a été énormément critiqué, mais il y a des scènes de combat, surtout quand tu vois l'âge du personnage principal, mais c'est pas récent, quoi. Le quatrième Jason Bourne, attention, le vrai quatrième, enfin oui, vraiment voilà, Jason ouais, Bourne, pardon, okay. le cinquième du Je pense à Jeremy Renner, toi, du coup. Voilà, tout avec qui d'ailleurs, pareil, hein, le film, il est pas si pire que ça, hein, parce que c'est pareil. On crache sur l'acteur, mais moi cet acteur-là, je l'aime bien. Hein. Mais moi, j'ai bien aimé ce film. Non, puis même au-delà, si tu pousses à l'acteur Jeremy Renner, moi je trouve que j'aime bien cet acteur. Oui. Il est beau. On le réduit. Il est bon dans on plein le de réduit trucs. en disant que c'est un vendeur de maison et qu'il n'est pas vraiment acteur, mais je trouve qu'il est crédible. Hein. Non, ouais, je suis pareil. Je suis pas d'accord. Il y a... Non, mais faut arrêter de le voir dans Hawkeye partout, quoi. Il fait pas que ça. Il a toute une carrière et on l'a vu dans plein de trucs. Et ouais, tout à fait. Ouais. Dans SWAT. Mais dans Unité SWAT, d'élite. Mais oui. Il joue le méchant. Premier. C'est lui le méchant. Et ouais, dans le premier, le SWAT Unité d'élite. C'est pas Olivier Martinez le méchant. Et ben c'est le deuxième méchant, c'est le Ripou. Je vais t'envoyer le lien. D'accord. Toi, je me souvenais même plus que c'était lui le méchant. Ouais. Mais il est tout jeune dans le film. Mais ouais. Oui, il est tout jeune. Il est en début contre de carrière. Colin Farrell. D'accord. Il y a une scène de fight avec Colin Farrell. Moi, je suis très curieux, en tout cas, j'ai beaucoup dans les derniers récents. Moi, c'est Ip Man 4 que j'ai trouvé vraiment bien. Alors, c'est pas récent. C'est Brian Gumbel dans le film. Voilà, je suis en train de chercher. Je cherchais en direct son nom dans le nom du méchant. Dans le film. D'accord. Mais moi, c'est vrai que en ce moment, moi, j'essaie vraiment pas de trucs récents en termes de combat. Même si je trouve tout ce qui... En ce moment, il y a de plus en plus de films où on met à profit le travail de cascadeur. On parlait de Tyler Rake, mais il y a plein de films à cette sauce-là où on commence à avoir ce qu'on appelle un peu du close combat. Le combat de corps à corps, le combat dans l'efficacité, tu sais, dans le... Tu parlais de John Wick où il va y avoir tout un travail de chorégraphie. Il y a des films des films où tu as du combat vraiment, parce que c'est au niveau du scénar. On pourrait parler des Creed, on pourrait parler je suis en train de chercher ce nom avec comment elle s'appelle cette actrice, scène de boxe pareil. Million Dollar Babies avec oui. Hilary Swank. Et pareil, il y a un gros il y a un gros travail derrière de chorégraphie. Karate Kid avec Jaden Smith. Non, pardon. et qu'on sort. Mais si on commence à gratter le truc, vraiment des films qui sont vraiment axés arts martiaux ou combat, où c'est pas juste un élément clé scénaristique. C'est encore autre chose. J'ai pas aimé les John Wick par exemple, mais c'est pas des films qui m'ont transcendé non plus. C'est pas des films ça a un côté un peu popcorn pour moi. C'est vraiment le côté bon, je mange ça parce que c'est rigolo, parce que ce qui pêche dans les John Wick, ça m'a je suis très client parce que c'était quand même assez à l'époque, pour l'époque où c'est sorti, et ça a inspiré d'autres films pour faire ce style-là.
c'est novateur. C'est novateur. Après, c'est juste, même s'il y met beaucoup du sien, qui bosse beaucoup, on sent quand même que Keanu Reeves il commence à être un petit peu dépassé. Même s'il veut absolument pas se faire doubler, il y a des moments, il mériterait de le faire parce que ça devient compliqué et plus t'avances, plus tu te dis, non, il est pas censé gagner contre lui. Et finalement, il s'en sort. Alors après, ce qui est drôle, c'est qu'ils en jouent de manière interne au film en disant que, il le dit lui-même qu'il est pas censé gagner contre des mecs physiquement meilleurs que lui. Mais bon, après, il fait parler de l'expérience, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours pas vu le 4. Je suis très curieux de voir le 4 parce qu'il y a quand même deux de mes acteurs du moment que sont Donnie Yen, que j'aime beaucoup. Je suis en train de découvrir toute sa carrière, et Scott Adkins. Alors, pareil. Regardez sa filmographie. Donnie Yen. Alors là, il y a du lourd. Hein. Ah oui. Incroyable. J'ai pas encore tout vu et je sais que c'est. Mais moi qui connais déjà un peu, je peux dire que j'ai pas tout vu non plus parce que déjà il y a des trucs qui sont pas toujours faciles à trouver. Non, mais c'est dur. C'est très dur. Je trouve des trucs dans le cache des fois que je prends et que je me mets de côté dès que je vois que c'est Donnie Yen dessus. Mais on me fait souvent le reproche quand je dis un de mes premiers films moi qui m'a mis une patate dans la gueule, c'est le premier Ip Man. Et on me dit ouais mais c'est pas son meilleur. Mais on se met à foire. Mais tu sais comment c'est le. Déjà juste la scène contre les karatékas, elle est juste mais quoi. Mais elle est mais oui, mais entièrement d'accord. En fait, juste les gens faut arrêter de vous plier aux gens qui seraient censés être des références et qui vous disent ce qui est un bon ou un mauvais film. Déjà un film qui vous plaît, déjà c'est parfait. Faites-vous plaisir. Sortez les phrases très préconçues, etc. Et arrêtez de dire qu'il y a forcément des films qui seraient meilleurs que d'autres. Il y a toujours cette guéguerre. Je prends l'exemple des Terminator où tu as la bagarre. La bagarre, on dit non, le premier est meilleur que le deuxième. Non, le deuxième est meilleur que. Bon, on s'en fout. Si tu préfères le premier, c'est très bien. Si tu préfères le deuxième, mais arrêtez de vous prendre surtout la tête pour beaucoup, des conneries, beaucoup. Jette un gros pavé dans la mare. Beaucoup de gens, surtout peut-être pas la tienne, mais plus notre génération avec Jazz, ont commencé par le Terminator 2 avant d'avoir vu le 1. Oui. Donc à un moment donné, on part toujours du principe que le premier film que tu regardes, c'est souvent celui qui te plaît le plus. Moi, je préfère le deuxième parce que c'est simplement le premier que j'ai vu. Et après, j'ai rattrapé avec le premier. Et encore une fois, c'est très subjectif, quoi. Tu peux pas. Mais c'est ce que j'apprends à mes enfants, moi, tous les jours. Des gens qui aiment Alien et Aliens. Ouais. Et il y a des gens qui comprennent pas. Ils disent mais non, Alien c'est bien meilleur. Mais j'aime les deux pour deux raisons différentes en fait. Pour deux trucs différents. Voilà, c'est exactement. Ça. Et c'est ce que je dis à mes enfants, c'est que c'est un truc basique d'école. Enfin, quand tu fais d'éducation, c'est que tu dis pas c'est de la merde ou c'est pas bon. Tu n'aimes pas. Voilà. Après, il y a des films où tu peux trouver. Moi, par exemple, j'aime pas Dragon Ball Evolution. J'ai pas dit que c'était c'est la merde, mais j'aime pas. Ouais. Voilà, une belle Dragon Ball Evolution, regardez-le. Ne regardez pas Dragon Ball Evolution. On en parlera, je te jure, dans le podcast. Vous pouvez vous rabattre par contre Vous pouvez par contre vous rabattre sur le chevalier du Zodiac, c'est très bien. Il est fou, cet homme est fou. Non, mais c'est surtout le mec, il est ultra calé sur les films, mais vraiment c'est même pas des séries B, je sais même pas comment on les nomme, ces films obscurs avec ces acteurs des années 90 qui ont tenté de faire du Van Damme et qui ont jamais réussi. Et il me les impose pour le podcast et je souffre, je tiens à vous le dire, auditeur, je souffre. Il me dit, regarde-le, c'est pas si mal, hein. Ouais, c'est pas si mal, ouais, tu parles. TC 2000, là. Hein? Voilà, je te jure. Ouais, il dure 1h30, ressenti 4 heures, c'est horrible. Bon. Karate Tiger 2, quoi. Mon Dieu, au secours, quoi. Non, mais vous vous rendez compte que quand même, les personnes qui sont allées voir Sanseiya, le film, ont quand même dit, bon, comparé à Dragon Ball Evolution, c'est quand même plutôt pas mal. Mais tu sais quoi? Moi, je suis presque prêt. Nul, je suis presque prêt à oublier le lore. Parce qu'après, il y a un débat, on peut partir sur 2 heures de podcast. Et je pense qu'on va conclure pour pas imposer ça aux auditeurs. Ouais. Mais le truc, c'est que les gens sont tellement des fois attachés à une franchise qui veulent absolument qu'on leur copie-colle ce qu'ils ont lu en manga étant plus jeunes. Et aujourd'hui, tu peux avoir des très bonnes adaptations qui adaptent librement le matériau et qui en font un super film. Et moi, celui-là, je suis prêt à aller le voir juste parce qu'il y a Marc Dacascos dedans. Je me dis, ça peut pas être si mauvais que ça. Ah, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est pareil, je vais essayer de faire court pour pas qu'on dépasse trop. Mais il y a un moment donné, en fait, quand tu prends
trop de liberté dans l'œuvre originale et que tu t'en éloignes complètement et qu'en plus tu n'apportes pas quelque chose qui soit susceptible de dire ah ben bien pensé, ils ont fait ça parce qu'il y a ça, tu dis mais pourquoi vous avez tapé dans la série d'origine à ce moment-là, parce que là du coup vous en faites rien et vous salissez le truc d'origine. Et franchement les adaptations de Saint Seiya ouais, c'est compliqué. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Votre relation de couple, c'est compliqué. Compliqué, voilà. Oui. En tout cas, merci TMDJC pour ces 3 films. Merci à vous, j'ai passé un super moment. Ah bah nous aussi, et c'est avec grand plaisir qu'on te réinvite pour que tu nous parles quand vous voulez, de tes 3 autres films, voilà, que tu nous popes un peu de films parce que bah du coup nous ça nous fait plaisir et comme ça on se note aussi. Sur un petit bout de papier, voilà les films à voir, notamment là je vais aller voir Crazy Kung Fu du coup. Ouais, c'est cool. Je suis très content d'avoir pu parler avec Seb parce que on a échangé de plein de trucs, mais déjà je te le dis, c'est toujours un véritable plaisir de me retrouver chez toi. Je te kiffe, mec. Très très belle découverte en Camarade, c'est la première fois qu'on se voyait, donc très cool et très content d'avoir fait ta connaissance. Et ben avec grand plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bah oui. Pareil. Avec grand plaisir. TMDJC, le site internet, tmdjc.com. C'est .com, tout est un .com, tout à fait. .com. On peut retrouver tous tes formats. Voilà, en tout, à peu près presque tout depuis 2008-2009. J'avoue que j'ai fait pas mal de ménage ces derniers temps sur les premiers trucs qui commençaient vraiment à piquer beaucoup. Mais si vous êtes quand même curieux des premières périodes, il y a 2 informels qui parlent de mes 18 ans et de mes 20 ans de podcast. Donc j'ai mis des extraits, des trucs un peu... Le 20 ans de podcast, c'était vachement bien. Il était vachement bien. Ouais. Parce qu'il y a tes premières émissions où tu enregistrais en MP3, c'était même pas de MP3, wave. C'était en wave, voilà, c'est ça. Wave dégueulasse, c'était du wave dégueulasse. Tu sais que, pour la petite anecdote, j'en ai mis un effectivement dans le truc. Je n'ai pas laissé la version d'origine, je l'ai nettoyé parce que c'était inaudible en vrai. Donc j'ai trouvé un logiciel qui m'a aidé à virer un peu de souffle. Mais voilà, on était en 2001, il n'y avait pas d'espace à l'époque, le MP3 n'était pas développé comme maintenant, donc on faisait avec les moyens du bord, quoi. En tout cas, merci à toi pour ce que tu fais pour le monde du podcast. En tout cas, ce que tu fais à chaque fois que tu viens Podren et tout ça, t'es un peu la référence, t'es un peu le grand frère. Et merci le grand frère. Ne me fais pas rougir. On a dit non. Non, mais c'est vrai. Pascal le grand frère. Comment Pascal le grand frère. Ah, je commence à te contaminer sur mes blagues. Je suis plutôt content. Ça sera coupé au montage, évidemment. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, ou pas. C'est ça qui va être drôle. On se retrouve, comme à l'accoutumée, pour un film qu'on parlera. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. On vous embrasse et n'oubliez pas, 5 étoiles sur vos plateformes de podcast pour qu'on soit référencé. Voilà, le bisou à tous. Ciao à plus. Et bien sûr encore pour cette émission. Ciao. Des bisous les gens. Ciao.